le thème, c'est nos émotions peuvent-elles nous aider à devenir plus durables? Donc, on est dans la question du changement climatique. Comme cette année, les séminaires Piaget, c'est sur le thème des défis sociétaux, et on pourrait bien argumenter que le changement climatique, c'est un des défis les plus urgents en ce moment-là. Ce n'est pas une nouvelle problématique. Là, j'avais trouvé... Oh, si maintenant j'arrive à avancer les slides, ça serait... Ah ben voilà. J'avais trouvé ça, c'était dans un magasin de 1912, en fait, où ils ont écrit, bah là, on a commencé à produire beaucoup de gaz à effet de serre, et finalement, ce n'est pas une super idée, et ça risque de causer des problèmes dans quelques centaines d'années. Donc c'est un vrai article, ce n'était pas un hoax, c'est un vrai article. On n'a pas dû attendre quelques centaines d'années, hein, comme vous voyez, même 100 ans plus tard, on est déjà dans la zone problématique. Donc ici, sur cette figure, vous voyez le développement de la température globale. Vous voyez jusqu'à 1980, 1990, tout est encore en ordre. Mais là, ces dernières années, ça commence vraiment à exploser. Vous voyez que chaque année devient de plus en plus chaude. Chaque an, on bat les records. Et cette augmentation du système météorologique a des conséquences assez énormes que maintenant, qui commencent à apparaître dans les news. Il y a les feux des forêts, il y a les inondations, il y a des tempêtes qui deviennent de plus en plus nombreux. Donc ça, c'était en Allemagne, en Australie. Il ne faut pas aller si loin. Ici, à Genève aussi, on se rend compte des conséquences du changement climatique. Donc, il devient très chaud en été. On a vraiment des étés assez intenses. Et ce que la recherche a trouvé, que c'est vraiment, on est à 100% sûr, c'est causé par l'activité humaine. Donc, ça vient du rapport du GIEC qui a un peu analysé les différents éléments. Et on voit que la contribution la plus grande à ces changements, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui entrent dans, comme ils appellent ça, l'ensemble des forçages anthropiques. Donc, c'est l'activité humaine qui est à la base de cette augmentation. Ici, c'est la courbe de Keeling. C'est un observatoire en Hawaï où ils mesurent depuis 1958 la concentration de CO2 dans l'atmosphère, et vous voyez que c'est en train de monter. Là maintenant, on est à 420 ppm. Parfois, vous entendez des gens qui disent oui, il y a une variabilité naturelle, c'est dans l'histoire de notre planète, on observe ces variations, c'est vrai, mais si vous comparez les amplitudes, les ampleurs, ici vous voyez la concentration pendant les derniers 800 000 années. Donc vous voyez qu'il y avait, oui c'est vrai, il y avait toujours une variabilité, mais une variation entre 200 et 250 ppm. Et si vous comparez ça avec l'activité, la production humaine, qui est juste ici au fond, vous voyez cette ligne qui monte drastiquement. Donc c'est vraiment, ça n'entre pas dans la variabilité naturelle, c'est l'activité humaine qui est à la base de ces changements. Et maintenant, ça c'est l'état actuel. Si on regarde les projections, les prévisions, c'est pas super. On en parle souvent aussi dans les médias. Maintenant, on est confronté à, dans les meilleurs des cas, une augmentation de la température de 1,5-2 degrés. Mais il y a aussi des simulations qui vont jusqu'à 4 voire 6 degrés. Donc là, vous vous demandez, c'est quand même un talk sur la psychologie ou quoi? Parce que ça, c'est plutôt la météorologie. Non, maintenant, on commence avec la perspective psychologique, parce qu'en tant que psychologue, ce qui m'intéresse, c'est comment les gens, comment l'être humain perçoit cette situation et à quel point est-ce qu'il est motivé d'agir, de changer cette situation. Par rapport à la perception, ce qu'on observe, donc ici vous avez les résultats d'un grand sondage qui a été effectué à travers différents pays en Europe, si les gens pensent que le climat mondial est en train de changer, et vous voyez que 90%, plus que 90% des gens disent oui, c'est en train de changer. Donc, on est dans cette situation que les scientifiques sont 100% d'accord que l'activité anthropogène cause ces changements. La population normale
la plus grande partie de la population pense que le changement climatique est réel, et quand même, on ne voit pas le niveau d'action qui serait nécessaire pour changer cette trajectoire. On voit en Suisse, la loi sur le CO2 a été refusée. Les gens mangent des tonnes de viande. Maintenant, après Covid, on recommence à prendre l'avion pour partir en vacances. Les gens achètent les SUV, les grandes voitures qui sont vraiment surdimensionnées pour ce qu'on a vraiment besoin ici. Donc, il y a une prise de conscience, mais il y a un manque d'action nécessaire. Et c'est ça la question qui se pose, notre discipline, la psychologie du développement durable. Et on se demande qu'est-ce qu'on peut contribuer dans ce contexte-là. Et les contributions, c'est de fournir ce qu'on sait sur le jugement, la prise de décision humaine, et sur la base de ces connaissances, identifier les barrières qui empêchent les gens de reconnaître l'urgence d'agir dans ce contexte, et puis aussi de proposer des leviers, des stratégies pour changer le comportement, pour encourager l'action climatique. Il y a 2 ans, j'avais rédigé un rapport pour les Nations Unies où j'ai essayé d'intégrer un peu ce qu'on sait sur les différentes barrières psychologiques qui peuvent jouer un rôle, où j'ai identifié 5 barrières psychologiques différentes, y compris des barrières perceptuelles. Donc, comme on va voir, la gravité, l'urgence du changement climatique est assez difficile à comprendre pour notre cerveau à cause de la structure de ce menace. Des barrières motivationnelles, donc parfois on comprend que c'est grave, mais on n'a pas envie, on n'est pas motivé de changer son comportement parce que c'est pas très convenient, ça bloque trop d'objectifs qu'on a. Des barrières morales, qu'on aime quand même se comporter de manière morale, on veut être une bonne personne, mais le changement climatique, ce n'est pas encore perçu comme une catégorie morale par une grande partie de la population. Des barrières sociales, on est fortement influencé par ce que font les autres, et si là on voit que les autres font rien, on est moins motivé d'agir. Et finalement aussi des barrières à l'action, où parfois on ne sait pas quoi faire, ou c'est trop compliqué, ou on n'a pas le temps, on vient d'oublier parce qu'on a plein de choses à faire. Donc dans ce rapport-là, j'ai essayé de conceptualiser toutes ces barrières. Aujourd'hui, comme promis dans le titre, on va essayer d'aborder le rôle des émotions dans tout cela. Donc, je veux vous présenter à quel point les émotions sont centrales pour une partie de ces barrières et comment les émotions peuvent en fait mobiliser l'action climatique dans certaines situations. Donc, comme promis, les émotions et le climat. Donc, j'aimerais commencer en vous présentant les résultats d'un petit sondage que je fais chaque année avec mes étudiants du bachelor. Donc, les étudiants qui arrivent juste dans la première année sont confrontés à ce prof bizarre qui demande pas quelles sont les émotions que tu ressens dans le contexte du changement climatique, mais ça donne chaque année un petit snapshot. Malheureusement, pas un snapshot très optimiste. Si vous regardez la plus grande partie des émotions, c'est négatif, évidemment, angoisse, peur, inquiétude, anxiété, tristesse, désespoir. Il y a quand même aussi de l'espoir qui se cache là-dedans. Donc, ici, pas négligeable, mais sûrement pas l'émotion dominante. Donc, c'est ça, l'état de lieu, c'est les émotions qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, d'abord, on fait encore un step back, comme c'est quand même l'université. Donc, on commence avec une question encore plus grande. Donc, qu'est-ce que c'est finalement une émotion? Là, il y a un super article qui est apparu en 1980 et quelques, qui s'est posé cette question, qui commence très fort, qui dit tout le monde sait ce que c'est une émotion. Juste à ce moment où on demande d'expliquer, à ce point-là, plus personne ne sait ce que c'est une émotion. Évidemment, ça, c'est pas très satisfaisant, donc j'ai quand même essayé de vous proposer une définition consensuelle où, je dirais, 80% des psychologues de l'émotion seraient d'accord avec. Donc, une émotion, c'est une réaction qui est composée de plusieurs composantes
qui commence par l'évaluation d'un événement pertinent. Donc, il y a quelque chose qui vous arrive et vous décidez assez rapidement que c'est quelque chose qui vous concerne, qui concerne vos préoccupations. Donc, dans cet exemple-là, OK, une araignée qui vous touche un peu parce que ça fait peut-être peur, c'est un peu dégoûtant, c'est une configuration un peu bizarre. C'est ça qui est au début de l'émotion, quelque chose que votre cerveau décide, alors ça me touche, ça me concerne. Après, une émotion est déclenchée qui est composée des changements dans vos expressions, donc dans le visage, dans la voix, ce qui vous permet de communiquer, de partager votre émotion avec votre entourage. C'est lié avec des changements de motivation, c'est ce qu'on appelle les tendances à l'action. Donc, l'émotion va vous mettre dans un état qui rend certaines classes de comportements plus probables. Donc, dans ce contexte-là, probablement un comportement d'évitement. Vous allez essayer de mettre un peu plus de distance entre vous-même et la menace. Des changements physiologiques, donc la réaction galvanique de la peau, le battement de cœur. Donc, les émotions, c'est aussi quelque chose qui change votre corps. Et finalement, le sentiment subjectif, donc le fait d'avoir peur, de ressentir cet état activant, négatif, qui vous rend attentive à ces menaces. Ce qui est important de garder en tête, c'est que les émotions, c'est des réactions adaptatives. Donc, c'est quelque chose qu'on a développé qui peut nous être utile dans beaucoup de situations. Donc, comme je viens de dire, c'est déclenché lorsqu'un événement est perçu comme pertinent. Après, vous commencez à différencier et très souvent, on peut trouver un thème, un narratif, un schéma de signification de la situation qui explique pourquoi quelle émotion est déclenchée. Donc, si vous êtes confronté à une menace incontrôlable, ça va déclencher la peur. Une perte irrévocable, c'est lié à la tristesse. La culpabilité comme émotion morale, c'est lié à la transgression d'une norme morale. Et donc, pour chaque émotion, on peut trouver ce thème qui définit la situation. Et, comme j'ai dit avant, chaque émotion déclenche des tendances motivationnelles spécifiques qui sont là pour nous aider à mieux gérer la situation. Donc, la peur, c'est lié à l'augmentation de la probabilité que vous allez montrer des actions défensives. La tristesse est liée à un changement d'objectif de la situation. La culpabilité vous pousse à faire des essais de réparation, de réintégration sociale et, comme pour les schémas de signification, aussi pour les tendances motivationnelles, on peut les décliner pour les différents types d'émotions. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les émotions, en principe, c'est censé être quelque chose d'utile qui nous aide à mieux gérer nos interactions avec le monde. Et là, dans le contexte du changement climatique, je me suis demandé quel est finalement le rôle des émotions dans ce contexte spécifique. Et ça, j'ai été invité de faire une revue de la littérature il y a 2 ans aussi sur cette question pour voir quelle est la base empirique, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'ils nous disent, toutes ces études qui ont regardé les émotions, l'affect, dans le contexte du changement climatique, par rapport à la perception et à l'action. Et ce que j'ai trouvé, ça m'a étonné, parce que les émotions, à travers les différentes études que j'ai vues, ont un rôle vraiment central dans ce domaine, beaucoup plus central que moi j'avais pensé quand j'ai commencé cette recherche de la littérature. Par exemple, il y a une étude qui s'est juste demandé quels sont les déterminants de la perception des risques liés au changement climatique. Parce qu'il y a des différences par rapport au niveau de risque que les gens perçoivent dans le changement climatique. Il y a des gens qui disent c'est la pire chose qui nous arrive. Il y a des gens qui disent bon, ça va, on va se débrouiller. Et dans cette étude, ils ont essayé de tester quelles sont les différences interindividuelles qui peuvent prédire ces différences dans la perception des risques. Et donc, ils ont comparé toute une gamme de facteurs, donc des facteurs cognitifs, les connaissances, qu'est-ce qu'on sait sur le changement climatique, les influences socioculturelles, quelles sont les valeurs, quelles sont les normes de la société,
les aspects sociodémographiques, donc l'âge, le revenu, tout ça, et les émotions, où ils ont juste demandé aux gens, quand vous pensez au changement climatique, est-ce que votre intuition, c'est plutôt positif, négatif, moyen? Et donc, ils ont trouvé que de tous ces déterminants, c'était l'affect, le prédicteur le plus important de la perception du risque du changement climatique. Donc, ces gens, les gens qui ont une réaction émotionnelle assez forte par rapport au changement climatique, c'est les gens qui disent, bon, ça c'est grave, c'est urgent, on doit agir. Bon, ça c'est tort, là ils disent qu'on doit agir, mais les actions concrètes. Il y a une deuxième étude qui s'est intéressée aux déterminants de la volonté d'agir, donc de s'engager dans des comportements d'atténuation. Donc ça veut dire des comportements où on essaie de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, donc prendre les transports publics ou réduire sa consommation d'électricité. Dans cette étude, ils ont testé exactement la même gamme de facteurs et encore une fois, ils ont trouvé que l'affect, l'émotion, c'est le prédicteur le plus fort de la volonté d'agir dans cette direction. Une autre étude s'est intéressée aux déterminants de s'engager dans des comportements d'adaptation. Donc, au lieu d'éviter les émissions de gaz à effet de serre, on essaie de s'adapter aux conséquences de changement climatique qui vont arriver. Donc, on ne peut pas éviter tout, même si on commence à réduire les émissions à 0% maintenant. Donc, ça, c'est des comportements comme acheter des assurances, se renseigner concernant les menaces et les stratégies. Et encore une fois, je crois que vous ne voyez pas très bien, mais faites-moi confiance que le petit carré jaune indique que l'affect négatif est, encore une fois, parmi les prédicteurs les plus forts de la volonté de s'engager dans ces comportements. Notre grande étude s'est intéressée aux déterminants du soutien à la politique climatique. Donc, si on accepte la loi CO2 et les autres lois qui vont dans cette direction. Encore une fois, l'affect et l'émotion de worry, donc préoccupation, les deux sont parmi les déterminants les plus forts du soutien à la politique climatique. Donc, c'est impressionnant à travers les différents jugements, comportements, les réactions affectives que les gens éprouvent à l'égard du changement climatique sont parmi les facteurs prédictifs les plus forts. Donc, la première take-home message, oui, les émotions sont très pertinentes dans ce domaine-là. Donc, je vais essayer de faire le lien entre cette revue de la littérature et ce modèle des différentes barrières que j'ai construit, en regardant à quel point les émotions jouent un rôle central pour trois de ces barrières, donc les barrières perceptuelles, morales et motivationnelles. Donc les barrières perceptuelles, comme je viens de dire, c'est lié au fait que pour notre cerveau, c'est assez difficile de comprendre le degré de danger qui est posé par le changement climatique. Et ça, c'est à cause de la structure de notre cerveau, de nos mécanismes cognitifs. Parce que si on regarde, il y a beaucoup de théories qui postulent que le cerveau a deux modes de fonctionnement, qu'on appelle parfois System 1, System 2. Un premier système, le petit lapin, donc un système qui est rapide, intuitif, affectif, et qui est basé sur l'expérience, donc qui peut traiter des choses que vous connaissez, que vous avez déjà vécues. Et c'est ça le système qui est fortement lié à nos émotions, à notre affect. Et puis, il y a un deuxième système, la petite tortue. Donc, c'est un système qui fonctionne d'une manière plus lente, qui nécessite de l'effort, qui peut traiter de l'information abstraite, statistique, qui peut traiter des choses qu'on ne connaît pas encore très bien dans un processus analytique. Mais vous voyez que dans ce système-là, la distance vers les émotions, c'est assez grand. Et donc maintenant, si vous êtes confronté à ces statistiques, et normalement le changement climatique est communiqué à travers des statistiques, des probabilités, donc dans 50 ans, il y a probablement une augmentation de la température de 2 degrés, ça c'est des statistiques. Et on peut comprendre que c'est probablement pas une super chose, cette augmentation de la température, mais c'est peu probable que ça va déclencher des émotions très fortes parce que
vous n'avez pas d'expérience directe. Donc, ce n'est pas quelque chose qui parle à votre System 1. Maintenant, on a, si on veut dire, la chance que le changement climatique, depuis les derniers 5 ans, est en train de se traduire dans des événements beaucoup plus concrets, qui sont beaucoup plus proches de notre propre expérience. Et donc, une très bonne manière de communiquer sur le changement climatique pour mieux utiliser les deux parties de notre cognition, de nos mécanismes cognitifs, c'est de lier des événements un peu plus expérientiels avec l'information sur le changement climatique. Donc ça, c'était dans le New York Times, quand il y a 2 ans, il y avait les feux de forêt en Australie, peut-être vous vous rappelez. Et là, ils ont très bien communiqué parce qu'ils ont combiné ces photos qui vont déclencher des réactions affectives plus fortes parce qu'on peut bien se projeter dans cette situation. On connaît ça, on peut bien imaginer comment le ressenti est dans cette situation. Ils ont combiné ça avec le fait que c'est causé par le changement climatique. Donc là, vous combinez les statistiques avec l'information affective, et ça, c'est beaucoup plus probable de rendre saillante l'urgence d'agir. Une stratégie de communication un peu similaire qui est en train d'être testée, donc ça c'est un article qui est apparu il y a 2 ans, c'est une communication à travers des histoires personnelles. Donc ça c'était une étude, c'était la radio, il y avait ce monsieur qui a raconté ses expériences avec le changement climatique ou la façon dont le changement climatique affecte sa vie. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui aime faire la chasse, qui aime se balader dans la forêt. Et là, il a raconté que c'est triste comme il voit que ça change, qu'il y a des plantes qui disparaissent, qu'il y a beaucoup moins d'animaux et qu'il voit que c'est lié à ces conséquences du changement climatique. Et les gens qui ont écouté cette histoire, ils ont ressenti des émotions assez fortes, donc inquiétude, compassion pour ce monsieur, et ces réactions émotionnelles ont augmenté chez ces gens les croyances dans le réchauffement climatique et la perception des risques. Parce que vous vous rappelez, au début, je vous ai montré que les émotions, c'est un très bon prédicteur de la perception des risques du changement climatique. Donc, si on comprend comment les émotions fonctionnent et comment la communication peut vraiment toucher ces émotions qui nous indiquent si quelque chose est important pour nous ou pas, mais qui ont la peine à réagir à la communication sur le climat traditionnel, c'est beaucoup plus facile de mettre les gens au niveau d'inquiétude qui est adapté à ce défi du changement climatique. Deuxième barrière dont je veux parler, c'est les barrières morales. Là, c'est comme j'ai dit au début, tout le monde veut être une bonne personne. On se comporte quand même, on essaie de se comporter d'une manière qui suit les règles de la moralité. On fait les choses qu'on doit faire pour être une bonne personne, on évite certaines choses. Et ce qu'on sait déjà depuis un bon moment, c'est que les émotions aussi jouent un grand rôle dans ces questions, ces jugements de la moralité. En même temps, on sait que le changement climatique, ce n'est pas encore une question de moralité pour une grande partie de la population. Donc, protéger le climat, ce n'est pas une chose qu'on doit faire absolument pour être une bonne personne. Comment ça se fait? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut peut-être augmenter la valence motivationnelle du changement climatique? Donc, comme je dis avant, on sait déjà depuis un bon moment que les émotions sont centrales pour nos jugements moraux. Donc ici, vous voyez David Hume, qui est déjà en 1700 et quelques, a écrit un grand livre sur le jugement moral, où il s'est exprimé d'une manière très élégante. Les distinctions morales ne découlent pas de la raison. Porter un jugement moral, c'est détecter au moyen d'un sentiment l'opération d'une qualité d'esprit vertueuse ou vicieuse. Donc, ça veut dire que c'est les émotions, les réactions émotionnelles qu'on a à travers certains comportements qui nous disent si quelque chose est la bonne chose à faire ou la mauvaise chose à faire.
Et plus récemment, il y avait des recherches super intéressantes par un chercheur qui s'appelle Jonathan Haidt, qui a fait un travail à travers plein de cultures pour identifier les thèmes, les narratives qui activent ces émotions qui sont liées au jugement moral. Donc, il a identifié 5 thèmes qui poussent les gens à dire « alors oui, ça, c'est un comportement qu'on doit absolument montrer » ou « ça, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas faire ». Et donc, ces 5 thèmes, donc, premier, c'est soin. Donc, l'idée, c'est qu'on ne fait pas mal aux autres, on s'occupe bien des autres. Deuxième, c'est équité, fairness. Ça ne veut pas qu'il y ait une personne qui a tout et les autres n'ont rien. Loyauté, ça veut dire qu'on s'occupe des gens qui appartiennent à notre petit groupe, la famille, la communauté, le village, le pays. Respect, plutôt lié à une hiérarchie verticale, donc on montre du respect aux gens dans une hiérarchie. Et pureté sacrée, donc lié aux choses que tout doit être pur, propre, et ça c'est aussi lié à des questions du sacré. Et ce qu'il a aussi trouvé, c'est que pas tout le monde utilise ces 5 fondements de la même manière, et souvent c'est lié à l'idéologie politique. Donc ce qu'il a trouvé, c'est que les gens plutôt de gauche sont très sensibles à ces 2 thèmes, les thèmes de soins et d'équité, tandis que les gens un peu plus conservateurs utilisent les 5 piliers, les 5 narratifs de la même façon. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que d'abord, on sait que dans des grandes populations, c'est normalement les gens un peu plus de gauche qui sont plus sensibles aux questions environnementales. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a très souvent un biais dans la communication sur le changement climatique qui touche seulement certains fondements. Donc juste pour illustrer, ça c'est un exemple d'une communication climatique typique. Le changement climatique, ça crée la faim dans des pays pauvres, donc des questions de soins. And those most at risk are the least to blame. Donc, normalement, c'est les pays pauvres qui souffrent les conséquences, mais c'était plutôt nous, les pays riches, qui l'ont causé. Donc, c'est des questions d'équité. Et ça, c'est un peu la communication classique, stéréotype sur le changement climatique. Donc là, on voit que ça ne touche pas un certain nombre de fondements moraux. Et ça ne touche pas les fondements moraux qui sont plus pertinents pour les gens conservateurs, qui normalement sont un peu moins intéressés dans ces questions. Donc là, récemment aussi, il y a quelques années, il y a des autres acteurs apparus sur scène qui se sont prononcés en ce qui concerne le changement climatique, qui touchent, je dirais, ces derniers 3 fondements. Par exemple, le pape François, qui récemment a publié un texte, il a dit alors le changement climatique, c'est une réalité scientifique et la mitigation, c'est un impératif moral et religieux. Donc tout d'un coup, on avait complémenté la communication classique avec un nouveau type de communication qui touche des éléments comme loyauté, respect envers les autorités et aussi, comme il dit explicitement, c'est un impératif religieux. Donc là, on active, encore une fois, une plus grande gamme des émotions qui peuvent nous pousser à l'action, qui peuvent nous montrer que c'est urgent d'agir. La dernière barrière dont j'aimerais parler, c'est la barrière motivationnelle. Donc là, on est dans le cas qu'une personne a bien compris que le changement climatique existe et c'est peut-être quelque chose à éviter, mais n'a pas envie d'agir. C'est trop compliqué, ou je ne veux pas réduire ma consommation, je veux quand même partir en vacances en avion. Et ça, c'est problématique parce que au-delà de notre moralité, on est aussi, si on veut, des animaux pas trop compliqués qui cherchent les récompenses, qui évitent les punitions. Donc on a tendance à prioriser les actions qui ont des conséquences positives immédiates.
ou qui évitent les conséquences négatives. Et les comportements durables n'ont pas la réputation d'être liés à des conséquences positives immédiates. Normalement, c'est des pertes de confort, des pertes des opportunités. Donc, quoi, je dois prendre des douches courtes, aller en vélo au travail quand il pleut, je ne peux plus prendre l'avion pour mes vacances. Donc, ça, c'est pas quelque chose de très attractif. Là aussi, on pourrait commencer à essayer d'utiliser les émotions comme levier motivationnel. Et là, je dois partir un peu dans le champ de l'économie comportementale, qui a mis en avant l'importance des émotions anticipées. Parce que ce n'est pas seulement les émotions qu'on ressent dans un certain moment, mais aussi les émotions qu'on anticipe de ressentir si on fait une certaine chose, qui peuvent être des moteurs importants de l'action. Et donc ça, c'est quelque chose que les économistes appellent warm glow. Donc c'est un sentiment chaleureux qu'on a dans son ventre quand on fait quelque chose de prosocial. Et l'idée, c'est qu'on se comporte de manière prosociale parce que le fait d'aider les autres, ça crée une expérience émotionnelle positive qui est une récompense et qui renforce le comportement. Donc si vous vous promenez dans la ville et il y a quelqu'un qui vous demande de l'argent, vous vous dites, bon alors si je donne, après je veux me sentir bien. C'est pour ça que vous faites. Vous vous sentez bien, donc vous créez votre propre récompense. Parce que pour un économiste, c'est très difficile à comprendre pourquoi vous donnez 10 francs à quelqu'un, parce que tout ce que vous perdez 10 francs, alors c'est pourquoi vous le faites. Mais là, il rajoute cette couche, ok, vous le faites, mais vous créez votre récompense interne. Et depuis 5 ans, il y a des chercheurs qui se demandent à quel point cette idée du warm glow, donc la récompense émotionnelle, peut aussi être intéressant dans le champ du développement et du comportement durable. Et donc, il y a déjà 2 ou 3 études qui montrent en fait que les gens qui anticipent un affect positif après un comportement pro-environnemental, c'est aussi les gens qui montrent ce type de comportement plus souvent. Donc, première flèche, c'est bien, c'est vérifié. Les gens qui pensent, si je prends le vélo au travail, après je vais me sentir bien parce que c'est la bonne chose à faire, c'est plus probable qu'ils vont le faire. Après, s'ils montrent le comportement, effectivement, ils vont ressentir cette émotion positive, ce qui va renforcer encore l'attente que la prochaine fois, on va se sentir bien. Et donc, ça, c'est très intéressant d'une perspective psychologique parce que ça indique la possibilité de l'existence d'un mécanisme de renforcement, ce que j'ai appelé le cycle vertueux des émotions vertes. Et ça, c'est très intéressant parce que si on arrive à utiliser, à implémenter ce cycle vertueux, on peut créer un comportement pro-environnemental à long terme parce que les gens vont créer leur propre récompense pour un comportement qui peut-être le comportement même, c'est pas très positif, c'est pas très intéressant. C'est un champ de recherche qui est encore tout au début, donc je me suis demandé, est-ce que je peux vous montrer un exemple? J'ai trouvé un, donc je vais vous montrer un tout petit film de 2 minutes où une équipe de chercheurs, ils ont essayé de combiner un comportement pro-environnemental avec l'expérience des émotions positives.
fait, c'était un escalier et ils ont construit un petit piano sur l'escalier et quand les gens montent, ça fait de la musique. Et puis on voit que les gens sont super intéressés à jouer avec, à essayer. Et il y a une augmentation des gens qui ont pris l'escalier de 60%, je crois, par rapport au jour normal. Donc les émotions positives peuvent jouer un rôle très constructif pour promouvoir le comportement durable. Les émotions positives, oui, mais comme on a vu au début, les émotions par rapport au changement climatique sont souvent très négatives. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on utilise ça? Est-ce qu'on essaye de faire encore plus peur aux gens pour les motiver? Est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce qu'on a le droit moral de le faire? Il y avait, il y a quelques années, un article dans The New York, le journal New York, The Uninhabitable Earth, où l'auteur a décrit d'une manière assez drastique les conséquences immédiates du changement climatique. Il a vraiment fait peur aux gens. Et après, il y avait un grand débat, notamment avec ces deux questions. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce que c'est utile de le faire? Est-ce qu'on a besoin de le faire? Parce que peut-être les gens ont déjà assez peur du changement climatique. Pour un chercheur, c'est une question empirique. Qu'est-ce qu'on fait? On va demander aux gens, bon, à quel point est-ce que vous avez peur du changement climatique? Ici, vous voyez quelques résultats de la France, de l'Allemagne, de Norvège, où on voit qu'il y a quand même 80% des gens disent oui, ils sont assez préoccupés par rapport au changement climatique. C'est quand on demande des émotions spécifiques, comme chez mes étudiants, donc il y a beaucoup de colère, de peur, de culpabilité. Encore une fois, un peu d'espoir, mais c'est la minorité. Donc les gens sont assez préoccupés. Il y a une autre étude qui a fait un peu de bruit où on a demandé chez les jeunes spécialement, et on a vu que oui, les jeunes ressentent encore plus de préoccupations et plus des émotions, notamment les émotions négatives, comme vous voyez ici. Et depuis 2-3 ans, on a commencé à se poser la question, bon, à quel point les émotions négatives qu'on ressent par rapport au changement climatique, à quel point est-ce que ça commence à être une question de la santé mentale? À quel point est-ce que ça devient une maladie? Donc, climate grief, le deuil du climat. Et là, encore quelque chose qui m'a frappé quand j'ai vu ça la première fois. En 2019, l'anxiété climatique, c'était le plus grand trend de la culture pop de l'année, qu'il a évoqué avec Billie Eilish et Megan Thee Stallion et l'anxiété climatique. Donc, c'est quelque chose dont parlent les gens, notamment les jeunes. Et pour moi, cette question, évidemment, était assez intéressante. Donc, l'anxiété climatique, est-ce que c'est quelque chose d'utile qui nous pousse à agir ou est-ce que ça devient une maladie? Et donc, je veux aborder un peu cette question avec vous. Encore une fois, en commençant avec des définitions. Alors, qu'est-ce que c'est l'anxiété climatique? Donc, selon ce qu'on trouve dans la littérature, et ça c'est aussi un champ qui existe depuis 2-3 ans, c'est, si vous voulez, une nouvelle maladie où les psychologues cliniques maintenant se demandent est-ce que c'est quelque chose pour nous? Est-ce que c'est quelque chose pour la psychologie clinique ou pas? Donc la définition, c'est une anxiété associée aux perceptions du changement climatique, même chez les personnes qui n'ont pas subi personnellement d'impact direct. Donc même si vous le voyez que dans les médias, mais ça vous met dans un état d'anxiété. Anxiété, encore une fois, c'est un état cognitif, affectif, résultant de la détection d'une menace anticipée sur un objectif futur, qui est composé d'un aspect plutôt cognitif, donc l'inquiétude, qui consiste en pensée répétée et une vigilance à l'égard du problème, et la réponse corporelle physiologique du stress. Donc, une menace anticipée sur un objectif futur. Bah oui, le changement climatique est une menace réelle. Et il y a même des gens qui disent que c'est une menace existentielle, parce qu'ils disent, OK, c'est une menace physique pour le bien-être, et dans un contexte futur aussi la survie de l'humanité. C'est une menace morale,
parce que ça nous force à nous poser la question, est-ce que c'est juste de vivre comme nous on vit ces jours-là? Et aussi une menace spirituelle liée à la question si c'est utile d'essayer de faire quelque chose, d'être un citoyen actif qui essaye d'éviter le changement climatique parce que c'est si grave et complexe que bon, peut-être on ne peut rien faire. Donc, on est d'accord que c'est rationnel de s'en inquiéter parce que l'anxiété climatique, ça signale l'approche d'une menace. Et comme on a vu au début de cette présentation, ça peut motiver les gens à se préparer en conséquence. Donc il faut considérer les deux faces de l'anxiété climatique. Comme je vous ai montré jusqu'à maintenant, l'anxiété climatique peut avoir une fonction d'adaptation assez intéressante parce que ma revue de la littérature a montré que les réactions affectives, et c'est notamment les réactions négatives, sont les prédicteurs les plus forts d'une grande gamme de comportements, de jugements. Et donc, c'est important d'éviter de trop pathologiser la réponse émotionnelle au changement climatique parce que si on se focalise trop fort sur cette perspective de santé mentale, ça peut impliquer que la réponse émotionnelle est inappropriée, que ce n'est pas approprié à la gravité du problème. Mais en même temps, on voit aussi que l'anxiété climatique peut causer des souffrances individuelles parce que comme chaque anxiété qui existe, l'anxiété climatique peut devenir inadaptée et, comme on dit, cliniquement significative lorsqu'elle devient trop difficile à contrôler pour l'individu et elle interfère avec la capacité d'une personne à fonctionner, donc à dormir, à travailler, à se socialiser, à sortir de sa maison. Et donc, pour vraiment comprendre, pour apprécier ces deux faces de l'anxiété climatique, c'est important de commencer à mesurer et vraiment quantifier l'anxiété climatique dysfonctionnelle. Et comme je viens de dire, les cliniciens ont commencé à s'en intéresser. Ils ont développé une échelle d'anxiété climatique qui mesure directement ces troubles, donc des troubles cognitifs et émotionnels. Là, vous voyez des questions qui font partie de cette échelle. Penser au changement climatique m'empêche de dormir. Des troubles fonctionnels, mes préoccupations m'empêchent de m'amuser avec ma famille et mes amis. Et donc, on peut mesurer à quel point la peur, l'anxiété envers le changement climatique vraiment cause des problèmes dans la vie quotidienne des gens. Et là, on voit que dans des premières études qui sortent, environ 10% des personnes interrogées, donc ce n'est pas tout le monde, mais ce n'est pas négligeable, disent qu'ils présentent souvent ou presque toujours ces déficiences cognitives, émotionnelles ou fonctionnelles à cause de leur anxiété intense liée au changement climatique. Donc là, on commence à avoir une idée, on commence à avoir des chiffres. Encore une fois, les jeunes ressentent plus de ces troubles cognitifs et fonctionnels que les autres. Ici, vous voyez, non, vous ne voyez pas, mais je peux vous dire, c'était l'étude qui a été menée chez les jeunes. Là, on voit que c'est toujours environ 30%, dans quelques pays, même 60-70% des gens qui disent qu'ils ont ces troubles cognitifs, émotionnels et fonctionnels à cause du changement climatique. Donc ça, c'est évidemment aussi quelque chose d'important. Il n'y a pas d'études qui donnent la réponse pourquoi c'est le cas, mais évidemment, on peut spéculer, argumenter. Donc, c'est possible que les jeunes ont une pensée qui est plus orientée vers l'avenir. C'est logique parce qu'ils ont plus d'avenir, théoriquement, devant eux. Des autres interprétations qui sont un peu moins généreuses, ils disent bon, ils ont juste plus de temps pour réfléchir parce qu'ils ne travaillent pas encore, mais ça, je ne crois pas que c'est vrai. Et le troisième point que je trouve aussi assez intéressant, c'est qu'ils ont moins de contrôle sur leur propre comportement. Quelqu'un qui a 15 ans ne peut pas encore vraiment avoir un grand impact sur la consommation de sa famille, ne peut pas encore vraiment participer à la vie politique. Donc on a moins de possibilités d'agir qui peut s'exprimer dans plus d'anxiété.
Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut répondre à cette anxiété climatique? Parce que moi, je dirais, pour simplifier, c'est normal d'avoir peur du changement climatique. C'est logique d'en avoir peur. Mais si on a trop peur, c'est pas ce qu'on veut non plus, parce que si ça vous paralyse complètement, vous n'allez pas non plus vivre une belle vie ni participer à la solution du problème. Donc là, je ne suis pas un psychologue clinique, mais quand on regarde un peu ce que font les cliniciens pour traiter l'anxiété, il y a deux approches thérapeutiques qu'on peut utiliser pour faire face à l'anxiété. C'est les stratégies d'adaptation axées sur les émotions. Donc on essaye juste de réduire la réponse émotionnelle. On essaie de reformuler la situation, peut-être pour dédramatiser la menace. Donc c'est une approche qui peut réduire l'anxiété, mais ne va pas résoudre le problème qui est à la base de l'anxiété. Donc c'est quelque chose qui se concentre sur le bien-être de l'individu. C'est l'approche santé mentale poussée aux extrêmes. Et il y a les stratégies d'adaptation qui sont axées sur le problème. Donc on essaie d'attaquer le problème qui est à la base de l'anxiété. Dans le contexte du changement climatique, évidemment, c'est compliqué de faire au niveau individuel parce qu'une personne seule ne va pas résoudre ce problème, évidemment, parce que c'est quelque chose qui a été causé par beaucoup de personnes à travers beaucoup de temps. Donc là, il faut plutôt se concentrer sur son idée de sa capacité à contribuer aux efforts collectifs ou à promouvoir le changement de la société. Donc tout le monde peut contribuer à l'attaque au problème, si on veut. Et là, encore une fois, vous voyez que c'est deux types d'émotions différentes qui entrent en jeu, qu'on peut appeler un peu un espoir passif, hein, l'adaptation axée sur les émotions. On va dire, bah, alors tout va bien, c'est pas si grave, ça va se régler. Et l'autre côté, un espoir actif. Donc, oui, on peut faire quelque chose pour y arriver, pour changer la situation, mais il faut qu'on passe à l'action. Et je vais juste encore vous montrer deux petites études qui font le contraste entre ces deux. Donc, une étude qui a testé l'approche espoir passif, où les participants ont vu des messages sur le progrès qui a déjà été réalisé au niveau mondial en matière d'atténuation du changement climatique. On dit oui, alors les nations ont commencé à agir et on voit que les émissions de CO2, comment est-ce qu'ils ont formulé ça, arrêtent d'augmenter, tout est relatif. Donc voilà, on est là où l'humanité commence à résoudre ce problème. Donc vous voyez, c'est un espoir, mais c'est un espoir qui n'implique pas la personne qui reçoit le message. Et ce qu'on a trouvé, c'est que oui, bon, ça augmente un peu l'espoir et ça réduit la perception du risque lié au changement climatique, ce qui est bien, mais ça ne motive pas nécessairement les gens à devenir plus actifs. Parce qu'ils se disent, oui, alors si le monde est en train de résoudre le problème, moi je peux continuer à manger la viande et prendre l'avion, alors tout va bien. Une autre étude s'est focalisée sur l'espoir actif, qui a essayé d'augmenter l'efficacité perçue pour agir. Donc, a donné aux gens des moyens pour participer à la solution du problème. Donc, c'était des messages sur les solutions efficaces pour atténuer le changement climatique. Donc, des informations sur l'efficacité avec laquelle un individu peut agir, la probabilité que les politiciens répondent à l'opinion publique et tout ça. Donc, une boîte à outils avec des choses qu'on peut faire qui fonctionnent. Et ça a augmenté l'espoir chez les gens qui ont reçu ces messages. Et ça a aussi augmenté la probabilité que les gens passent à l'action climatique. Ok, on arrive à la fin de la présentation, donc un petit résumé avec les points
crois, les plus importants, les plus intéressants. Donc, comme on a vu au début, les émotions des gens face au changement climatique sont parmi les producteurs les plus forts de toute une gamme de jugements, de comportements climatiques qui sont pertinents. Ainsi, vu que les émotions peuvent aider à surmonter de nombreuses barrières psychologiques à l'action climatique, donc la perception du problème, les aspects moraux, les aspects motivationnels. Il faut aussi dire que le sentiment d'anxiété face au changement climatique est rationnel et on doit le valider et pas pathologiser. C'est normal, c'est rationnel d'en avoir peur. Après, il faut voir ce qu'on fait avec cette peur, si on peut l'utiliser d'une façon utile. Et donc, pour ça, une stratégie qui marche assez bien, c'est on essaie d'augmenter la capacité perçue d'une personne à contribuer aux efforts d'atténuation. Parce que ça peut aider à réduire l'anxiété de manière adaptative, parce qu'on va réduire l'anxiété et essayer de résoudre la problématique. Et je vais aussi parler des émotions positives, l'espoir, le warm glow, peuvent jouer un rôle important et constructif dans le contexte des efforts d'attaquer le changement climatique. Ok, donc là j'arrive à la fin. Si vous voulez savoir plus sur le rôle des émotions dans le contexte des problèmes environnementaux, je vous propose cette belle exposition au musée de l'histoire naturelle de Genève qu'on a organisée ensemble avec eux. Vous pouvez faire des expériences un peu émotionnelles, vos propres expériences dans le contexte de la perte de la biodiversité, du changement climatique, qui est encore disponible jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est vrai, elle est vraiment chouette, donc je vous recommande de l'essayer. Ok, avec ça, je me termine. Merci beaucoup de votre attention et j'espère qu'on peut avoir une petite discussion. En poser deux, comme ça a le temps de se préparer. Je me demandais deux choses. Est-ce que il y a sur le côté développement et éducation, est-ce que par exemple, il y a des preuves ou des arguments qui font que l'éducation au développement durable, par exemple à l'école, dans les petites classes, puis après aux jeunes adolescents, ça a un effet sur la tendance à l'action, ou ça permet d'avoir une anxiété qui permet d'agir, ou ça n'a pas été étudié sur le fait d'injecter au fur et à mesure à l'école, des cours, de l'information, tout ça. Qu'est-ce que ça fait comme effet après? Est-ce que c'est possible d'entraîner, d'éduquer? Et est-ce que ça a un effet à long terme? Ça, c'était la première question. Et deuxième question, je me suis demandé, pour les gens qui pensent à long terme, alors tu sais, tu donnes de l'argent parce que ça te fait plaisir, ça a un truc positif, mais le côté, c'est pour mes petits-enfants ou mes enfants, est-ce que ça, c'est un levier d'action ou pas du tout? Le fait de vraiment penser, ça a un effet positif pour moi, mais vraiment à très long terme, pour ma descendance ou pour mes enfants, ou en fait c'est trop loin et donc du coup ça n'a pas d'effet. Deux questions. Donc pour la première question, c'est une très bonne question. Malheureusement, je n'ai pas une réponse empirique à ça parce que je crois qu'il y a très peu d'études qui ont investigué les émotions à long terme. Je sais qu'il y a des études qui s'intéressent aux valeurs et la transmission des valeurs au sein d'une famille, mais sur les émotions, je ne sais pas. En fait, on est juste en train de faire un peu de lobbying pour lancer une grande étude longitudinale sur les émotions, mais on n'en sait presque rien à ce moment-là. Tous les programmes dans les écoles où ils doivent participer à l'éducation au développement durable, ça, on ne sait pas du coup les effets que ça a. Enfin, pour l'instant, on n'a pas mesuré. On n'a pas mesuré, non. La deuxième question, j'ai une réponse, mais je crois que ce n'est pas la réponse que tu veux écouter, parce qu'évidemment, ça semble très logique, et c'était une hypothèse très forte jusqu'à récemment, que le fait d'avoir des enfants devrait te rendre plus sensible à ces questions du développement durable, parce que d'une manière, tu prolonges ton pool de gènes dans l'avenir. C'est absolument pas ce qu'on trouve. Il y a aucun effet. Et on est encore en train de comprendre pourquoi.
Une hypothèse, c'est que quand on devient parent, vraiment les premiers 2-3 ans, on a plein d'autres choses à régler, à avoir en tête. Et le comportement est aussi poussé dans une direction un peu moins durable. Parce que peut-être là maintenant, tout d'un coup, tu as besoin d'acheter une voiture et avant, tu n'avais pas besoin. Tu commences à produire 3000 couches par enfant, donc ton bilan, ton empreinte écologique chute. Mais au niveau de la prise de conscience, bizarrement, on ne trouve pas, même si tout le monde a pensé, ça devrait être le cas. Chez les grands-parents, en fait, une fois que tu as fait baisser la charge cognitive de l'éducation, est-ce que du coup, pour tes petits-enfants, du coup là, tu peux faire appel au système 2? Ouais, ça c'est une bonne question, mais je ne connais pas d'études qui auraient testé ça. On devrait le faire. On va le faire. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va des questions dans la salle ou en hybride. Est-ce que vous voulez poser des questions? Pas une question très claire, c'est juste ce que vous avez dit, juste susciter beaucoup de pensées, mais pas vraiment une question très claire. Du coup, je vais élaborer en pensant. C'est juste parce que le problème, le problème maintenant, c'est le changement climatique. Et ça c'est le truc ensemble. Et on essaie de trouver toutes les façons pour résoudre ce problème. Mais ce problème me semble aussi, dans quelque manière, comme vous l'avez dit, c'est abstrait et aussi, si je peux, parce que quand vous dites les exemples, vous dites l'avion et les viandes et tout ça, il me semble proposer ce que le problème c'est l'argent. C'est l'argent et tous les lifestyles, comment les gens vivent dans la société, comment la société est constituée. Du coup, il me semble que c'est l'argent qui met beaucoup de problèmes sur ça. Et aussi dans les pays, parce que dans tous vos exemples, c'est les pays occidentaux ou c'est les pays développés. Ouais. Du coup, ouais, ça me fait. Parce que dans l'autre pays, parce que, ouais, c'est le l'argent et Ouais. Il y a, c'est aussi un développement assez récent dans la psychologie de l'environnement, c'est que on commence à se focaliser un peu sur le comportement, mais aussi sur les personnes qui peuvent vraiment avoir un impact s'ils changent quelque chose. Donc, c'est clair que les pays riches ont un potentiel beaucoup plus grand de réduire leurs émissions. C'est là où on commence. Donc, jusqu'à il y a 5 ans, je dirais, la psychologie de l'environnement, c'était encore un peu plus vraiment une discipline académique. On a juste voulu comprendre les déterminants à travers tous les acteurs. Mais là, on dit, en fait, comme on n'a plus beaucoup de temps, on doit se concentrer sur les gens où un changement peut avoir un impact et aussi sur le comportement où le changement peut avoir un impact mesurable en termes de réduction. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ou si vous voulez encore rajouter une question. N'hésitez pas à parler très fort pour que nos collègues en mode hybride écoutent sur cette perspective du coup interculturel, parce qu'évidemment la plupart de ces recherches sont faites dans des pays riches, donc il n'y en a pas les mêmes contraintes. Une question, du coup, approchez-vous pour bien parler très fort. C'est bon. Alors, moi, en fait, je me disais tout à l'heure quand vous parliez du World Glow, moi, quand je donne des sous aux gens dans la rue, je ne ressens pas le World Glow parce que je n'ai pas du tout l'impression que je vais rendre leur vie mieux. Je sais que c'est un pansement et que le trou est quand même béant et je ne me fais pas d'illusions sur mon impact sur leur qualité de vie, en fait. Et moi, ça me questionne beaucoup ce truc-là parce que je comprends très bien, je ne mets pas du tout en cause ce que vous dites et je comprends l'intérêt de ce warm glow dans la population générale et peut-être que d'autres personnes le ressentent, mais je me dis finalement, moi de ce que j'ai lu comme article et lu comme documentaire sur le réchauffement climatique, je crois qu'il y a quand même une grosse part de l'industrie et que finalement les particuliers ont assez peu d'impact finalement. Et je me dis que, en fait, moi, oui, c'est vrai que vraiment ça m'inquiète. Et
Et j'essaye vraiment de faire ce que je peux pour changer, mais ben, je ne vais pas m'empêcher de prendre l'avion cet été pour aller en vacances, parce que j'ai l'impression que si je ne le fais pas, ça va quand même arriver finalement, parce que ce n'est pas moi qui ai le plus gros impact. Et peut-être que ce n'est pas bien de penser ça, parce que j'ai quand même un impact. Finalement, si tout le monde pense comme moi, et ben, ce n'est pas bien. Mais enfin, je veux dire, voilà, je me pose cette question-là de... Et je m'étais dit, peut-être qu'on pourrait faire une espèce, je sais que je crois que ça existe, une espèce des questionnaires sur son impact climatique. Il y a des gens qui peuvent faire ça. Et en fait, je ne l'ai pas fait. J'ai peur de le faire parce que je trouve que la vie, elle est déjà difficile, en fait. Et le peu de trucs qui me font plaisir, je n'ai pas envie de me les enlever parce que c'est dur, quoi. Ouais. Donc, ce bilan, vous pouvez le faire tout de suite. Hein, si vous faites un Google empreinte écologique, il y a des super sites web qui vous permettent de le faire. Bon, là, il y avait pas mal de questions. Donc d'abord, vous avez dit que vous n'avez pas de warm glow quand vous donnez des sous à quelqu'un. Donc, en fait, il y a si vous voulez, deux types des mécanismes de régulation émotionnelle qui peuvent jouer un rôle. C'est soit on le fait, on montre un comportement à la recherche d'une émotion positive, ou on le fait parce qu'on ressent une émotion négative et on veut que ça s'arrête. Donc, vous pouvez, quand vous voyez le monsieur, peut-être vous vous sentez un peu coupable, que vous allez mieux que lui, vous dites, bon, alors voilà, c'est pas une résolution, mais pour le moment, ça va. Et les deux stratégies existent. Moi, je parlais ici que de la stratégie positive parce que ce qu'on a montré, c'est que la stratégie positive, c'est plus probable qu'elle va induire un changement à long terme parce que l'évitement de l'émotion négative, dès que l'émotion a disparu, on n'a plus de raison de continuer à montrer ce comportement parce qu'on se sent de nouveau neutre. Moi, je trouve l'aspect warm glow intéressant parce que c'est un peu comme l'idée, c'est qu'on devient un peu accro à ce mécanisme, qu'on veut encore une fois ressentir l'émotion positive. Donc, on a une raison pour remontrer le comportement. Et ce qu'on a montré, c'est que dans le contexte du comportement pro-environnemental, en fait, les gens qui montrent assez souvent des comportements pro-environnementaux sont beaucoup plus sur la côté chercher le positif que éviter le négatif. Tandis que c'est très intéressant, les activistes 100%, donc les gens extrêmes qui sortent dans la rue, le type Greta, ils utilisent les deux mécanismes en même temps. Donc, ils cherchent le positif et ils veulent éviter le négatif à la même hauteur. Votre autre question, est-ce que c'est finalement nous, les individus, qui doivent faire quelque chose? Parce qu'il y a les industries, il y a les politiciens. C'est une très bonne question. C'est une question qui revient souvent. C'est pour ça que maintenant, j'amène toujours ce slide-là qui montre que peut-être l'individu a plus d'influence qu'on le pense, peut-être. Parce que, imaginez déjà les politiciens, qu'est-ce qu'ils vont proposer comme stratégie? Ils vont proposer ce qu'ils pensent que les citoyens acceptent. Parce que l'individu, il est un consommateur, mais il est aussi un citoyen. Donc, on a une influence sur ce que veulent les politiciens, ce que proposent les politiciens. L'individu, c'est aussi un consommateur. Les usines produisent ce qu'ils peuvent vendre. Si les consommateurs changent leur comportement de consommation, les entreprises sont obligées de s'adapter. Donc ici, on voit un peu les différents cercles d'influence qu'on a en tant qu'individu. Donc vous avez votre cercle privé, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez vous faire un don, vous pouvez réduire votre consommation propre. Mais après, vous avez votre réseau social, vous pouvez partager des choses avec votre réseau social, vous pouvez essayer de persuader vos amis, vos proches. Vous pouvez être un leader, un influencer qui motive les autres. Au niveau de votre organisation, tout le monde travaille, ou beaucoup de gens travaillent dans un contexte organisationnel où on a de l'influence, où on peut faire des choses déjà à plus grande échelle. Au niveau public, run for public office, pourquoi pas? Vous pouvez devenir un activiste, un politicien au niveau local. Donc, on a beaucoup d'influence dès qu'on priorise l'action. Si on voit l'urgence
de l'action, mais il y a des moyens. C'est pas que manger un veggie burger une fois et se dire, bon, moi, je peux rien faire. On a beaucoup de manières d'agir. Je pense que ce serait important aussi de... Parce que moi, j'avais vu un documentaire d'un gars qui disait qu'il avait pris de douche froide pendant 1 mois et que c'est pas agréable, quoi. Et qu'en fait, il s'était rendu compte que de manger un steak de viande, ça avait le même impact. Du coup, il s'est dit, bah, je vais devenir végétarien et je vais prendre des douches chaudes, quoi. Et je pense que c'est important de... Je pense que ce serait... Parce que je pense que tout le monde ne le sait pas, ça, et je pense que ça pourrait être intéressant, bah, justement, pour essayer de responsabiliser de nouveau le citoyen, sans pour autant qu'il fasse des efforts trop difficiles pour lui, que chacun choisisse en gros, ben, plutôt que de rien faire et d'être tout le temps dans la culpabilité de, ben, effectivement, de ne pas faire des choses pour ben, voilà, de dire voilà les gros trucs en gros sur lesquels vous pouvez agir. Quoi. Oui, bah, devenir végétarien, c'est déjà super. S'il fait que ça contribue déjà énormément. Parce que finalement, c'est ça, c'est la nourriture, devenir végétarien et éviter de prendre l'avion. Si on fait ces deux, on est déjà très, très bien. C'est pour ça que c'est intéressant de jouer avec ces calculateurs d'empreintes. C'est aussi quelque chose que je fais chaque année avec les étudiants. Je les laisse jouer pendant 20 minutes. Et là, on peut dire, alors, là, c'est mon empreinte. C'est indiqué en tant que combien de planètes il faudrait si tout le monde vivait comme vous. Et là, on est vers 3, 4, 5 planètes normalement, en tant que Suisse lambda. Il a dit, alors si maintenant, je mange végétarien, je ne sais pas, 4 jours par semaine, et on voit que les ressources dont on a besoin se réduisent assez drastiquement. Là, on peut jouer un peu aussi au niveau personnel. Quelles sont les choses que moi, je pourrais imaginer faire, qui ne sont pas trop dures pour moi, mais qui ont quand même aussi un impact que je considère intéressant. Donc, bon, je vous recommande de jouer un peu avec... Une dernière chose, je pense que ce serait intéressant, bien sûr, je sais que c'est déjà en train de se faire, mais vraiment de mettre plus l'accent sur développer des nouvelles technologies, d'autres moyens de faire ce qu'on fait déjà, mais de manière plus durable pour l'aider, de priver le citoyen et pour l'aider en fait à avoir un choix. Par exemple, il disait effectivement, c'est les pays les plus industrialisés, les plus riches qui ont le plus gros impact climatique et c'est les pays les plus pauvres qui vont trinquer. Et donc, il y avait cette espèce de le fonds, je sais pas comment ça s'appelle, les combien de millions qu'ils doivent donner pour faire face à ça. Et parce que les gens en Afrique, ils n'ont pas assez de sous pour s'acheter une voiture électrique et même les vieux trucs, on leur envoie les voitures que les Européens n'ont plus. Donc, je pense que ce serait important de développer des nouvelles choses pour vraiment donner le choix aux citoyens d'avoir un impact sans se priver pour autant. Je pense que c'est ça. Oui. Je pense que c'était plutôt un statement et pas une question, mais oui. Une question derrière. Oui, moi, c'est pas vraiment une question non plus, mais moi, j'ai une formation plutôt dans les sciences de l'éducation et ça m'a fait, quand vous avez parlé de l'efficacité perçue, j'ai pensé au modèle d'Étienne Bourgeois sur les dynamiques motivationnelles et donc par rapport à l'apprentissage. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est l'utilité perçue pour avancer dans une formation. C'est le sens qu'on lui donne et puis c'est la capacité perçue d'atteindre son objectif de formation. Et si on transpose ça par rapport à ce que vous venez de dire, se donner un périmètre qui soit atteignable et qui soit efficace par rapport justement à ces normes CO2, ça peut aussi créer la satisfaction personnelle comme un achievement, enfin, on atteint son objectif et du coup ça produit aussi un plaisir personnel. Et je pense que dans ces approches-là, il y a aussi la notion de plaisir et de satisfaction à avoir contribué, à avoir réalisé quelque chose aussi pour la collectivité, même si on ne peut pas tout porter, ça je suis parfaitement d'accord avec. Et je crois beaucoup moins aux solutions technologiques qui nécessitent aussi beaucoup d'énergie. Donc je veux juste faire le lien avec le modèle d'Étienne Bourgeois sur les dynamiques motivationnelles et le concept d'efficacité perçue. Tout à fait. Merci beaucoup.